Bonjour et bienvenue. Profitez du contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Pour Oliver Grant, la véritable richesse n'avait jamais consisté à étaler ce que l'on possédait, mais à construire quelque chose de solide, loin des regards. Dès son plus jeune âge, il avait développé une relation quasi obsessionnelle avec le code, les algorithmes et les systèmes capables de résoudre des problèmes concrets. Alors que ses camarades d'université rêvaient de start-up tape à l'œil et de levées de fonds spectaculaires, Oliver préférait le silence des accords de non-divulgation, des licences perpétuelles et des redevances qui s'écoulaient discrètement, mois après mois, sur des comptes dont personne ne soupçonnait l'existence. Il n'était pas du genre à publier des photos de vacances luxueuses ou à s'afficher au volant de voitures importées. Sa vie était simple. Une Toyota vieille de 5 ans, des vêtements basiques, des dîners préparés à la maison. Pour un observateur extérieur, Oliver n'était qu'un ingénieur informatique compétent mais sans histoire. Un homme qui payait ses factures à temps mais n'attirait jamais l'attention. Et c'était exactement ainsi qu'il le voulait. Amanda, sa femme, partageait cette perception. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle terminait ses études de design graphique, tandis qu'il travaillait déjà pour une entreprise technologique de taille moyenne à Seattle. Leur relation était calme, sans grande surprise. Oliver était attentif, ponctuel, prévisible. Au début, elle avait apprécié cette stabilité émotionnelle, l'absence de drame, le sentiment de pouvoir construire quelque chose avec une personne fiable. Il n'oubliait jamais les anniversaires, aidait toujours aux tâches ménagères et l'écoutait chaque fois qu'elle avait besoin de se confier. Il était le genre d'homme que n'importe quelle mère qualifierait de mari idéal, et c'est précisément ce que la mère d'Amanda avait dit lorsque sa fille lui avait annoncé qu'Oliver l'avait demandé en mariage. Ils se marièrent 3 ans plus tard, lors d'une cérémonie simple et discrète. La réception eut lieu dans une salle modeste, avec peu d'invités et une décoration sobre. Amanda avait bien suggéré quelque chose de plus grand, mais Oliver avait argué qu'il préférait investir cet argent dans des choses plus importantes, comme leur lune de miel ou la maison qu'ils achèteraient un jour. Elle avait accepté, trouvant son raisonnement sensé. Pendant les préparatifs du mariage, Oliver insista pour un contrat de mariage avec séparation totale des biens. Il expliqua que c'était la manière la plus juste et transparente de commencer une vie à deux, que chacun conserverait ainsi son indépendance financière tout en se protégeant mutuellement. Amanda, peu familière des questions juridiques et lui faisant une confiance aveugle, signa les documents sans se poser de questions. Après tout, elle aimait Oliver et ne voyait aucune raison de douter de ses intentions. Les premières années furent heureuses. Amanda travaillait dans une agence de publicité, gagnait un salaire correct et partageait les dépenses du ménage avec Oliver. Ils vivaient dans un appartement en location, sans luxe mais confortable. 2 chambres, une cuisine ouverte et un petit balcon où Amanda cultivait quelques plantes. Ils sortaient dîner de temps en temps, généralement dans de simples restaurants de quartier. Leurs vacances se passaient sur les plages voisines, toujours dans des hébergements économiques, rien d'extravagant. Ils menaient une vie ordinaire, sans soubresaut. Amanda ne se demanda jamais où allait l'argent d'Oliver. Elle savait qu'il percevait un salaire fixe de son entreprise, environ 80 000 $ par an, et cela semblait suffisant pour leur style de vie. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en parallèle, Oliver vendait des licences pour des algorithmes propriétaires qu'il avait développés seul durant près d'une décennie, en travaillant tard le soir et les week-ends. Ces algorithmes étaient utilisés par des entreprises de logistique, des fintech et des plateformes de commerce en ligne pour optimiser des processus complexes. Routage des livraisons, détection de fraude, prévision de la demande. Chaque contrat générait des redevances semestrielles ou annuelles allant de 50 000 à 300 000 $, selon le volume d'utilisation. Oliver réinvestissait méticuleusement la totalité de ses gains. Actions de sociétés technologiques, fonds d'investissement immobilier
crypto-monnaies achetées lors des premiers cycles, quand le marché les sous-estimait encore. Il gérait des comptes distincts dans différentes institutions, déclarait tout scrupuleusement au fisc, mais n'en parlait jamais à Amanda. Non par méchanceté, mais parce que pour lui, il s'agissait de travail technique, pas de vie conjugale. C'étaient comme deux mondes parallèles qui n'avaient pas besoin de se croiser. Au fil des ans, Amanda commença à sentir que sa vie stagnait. Elle voyait ses amis voyager en Europe, poster des photos depuis les Maldives, s'acheter des sacs de créateurs et dîner dans des restaurants étoilés. Pendant ce temps, elle et Oliver suivaient la même routine. Travail, maison, Netflix et une sortie occasionnelle le week-end au cinéma ou dans un restaurant bon marché. Elle se plaignait de plus en plus souvent. Elle disait qu'Oliver manquait d'ambition, qu'il semblait résigné à une vie médiocre, qu'il ne proposait jamais rien de nouveau et n'avait pas de grands rêves. Lui, toujours calme, répondait qu'ils s'en sortaient bien, qu'ils n'avaient pas besoin de plus que ce qu'ils avaient, et que l'important était d'être ensemble et de construire quelque chose de solide. Mais ces réponses commençaient à sonner comme de piètres excuses. Amanda sentait qu'elle méritait mieux. Elle avait l'impression que la vie lui filait entre les doigts et qu'elle n'en profitait pas. Elle se sentait liée à un homme sans vision, sans élan, sans cette étincelle qu'elle voyait chez les maris de ses amis. C'est dans cet état d'esprit, fait d'insatisfaction grandissante et d'ennui chronique, qu'elle rencontra Brett. Brett était le genre d'agent immobilier qui vend un style de vie avant de vendre une maison. Il portait une Rolex, conduisait une BMW décapotable et parlait d'investissements immobiliers comme s'il était un gourou de la finance. Il avait ce sourire de vendeur étudié et cette confiance artificielle qui impressionne ceux qui ne sont pas familiers de ce type de personnage. Amanda le rencontra à un salon de design et de décoration où il faisait la promotion d'un nouveau projet d'appartement de luxe. Brett fut charmant dès la première seconde. Il complimenta son travail, l'interrogea sur ses rêves et lui fit miroiter une vie bien plus excitante. Il lui dit qu'elle avait l'air d'une femme qui méritait mieux, quelqu'un avec le potentiel d'évoluer dans des cercles plus sophistiqués. Ils échangèrent leurs numéros. Les messages commencèrent innocemment, mais prirent vite une autre tournure. Brett parlait de voyages, de grands restaurants, de vins coûteux, et d'une vie qu'Amanda croyait passer à côté avec Oliver. Il lui envoyait des photos de lieux paradisiaques, de dîners en bord de mer, de chambres d'hôtel 5 étoiles. Il lui demandait si elle n'était pas fatiguée de vivre toujours de la même manière, si l'aventure et les sensations fortes ne lui manquaient pas. Amanda se mit à répondre avec de plus en plus d'enthousiasme, attendant ses messages avec impatience, sentant ce papillonnement dans le ventre qu'elle n'avait pas ressenti avec Oliver depuis des années. En quelques semaines, ils commencèrent à se voir en secret. D'abord un café rapide, puis un déjeuner plus long, puis un dîner dans un restaurant où Oliver ne l'aurait jamais emmené. Et enfin, inévitablement, une chambre d'hôtel. L'aventure progressa rapidement. Amanda se sentit de nouveau vivante, désirée, importante. Brett savait exactement quoi dire, comment la toucher, comment la faire se sentir spéciale. Il lui dépeignait un avenir où ils seraient ensemble, à parcourir le monde, profitant de la vie sans les contraintes d'une routine ennuyeuse. Il disait qu'elle méritait un homme à sa hauteur, qui la valoriserait vraiment, qui pourrait lui donner tout ce dont elle avait toujours rêvé. Amanda commença à comparer obsessionnellement Oliver, qui passait des heures devant son ordinateur à résoudre des problèmes de code, et Brett, qui avait toujours du temps pour elle. Oliver, qui ne la surprenait jamais avec des cadeaux coûteux, et Brett, qui arrivait avec des fleurs, des chocolats importés et des invitations à des événements exclusifs. Oliver, qui se couchait et se levait tôt, et Brett, qui lui donnait l'impression d'être à nouveau jeune, libre, sans entrave. La décision mûrissait lentement dans l'esprit d'Amanda. Elle voulait mettre fin à son mariage. Elle voulait un nouveau départ.
Elle voulait vivre la vie que Brett lui promettait, la vie qu'elle voyait sur les réseaux sociaux, la vie qu'elle estimait méritée. Dans sa tête, ce serait simple. Elle demanderait le divorce, partagerait les biens avec Oliver, prendrait sa part et poursuivrait sa vie avec Brett. Elle pensait repartir avec au moins 100 ou 150 000 dollars, peut-être plus. Assez pour un acompte sur un nouvel appartement, une meilleure voiture, quelques voyages. Assez pour redémarrer dignement aux côtés de Brett. Ce qu'Amanda ignorait, c'est qu'Oliver la soupçonnait depuis des mois. Il avait remarqué les signes classiques, ceux que tout homme attentif aurait décelés. Son téléphone toujours retourné sur la table, les notifications en silencieux, les sorties fréquentes avec des amis qui étaient autrefois rares, le nouveau parfum qu'elle avait commencé à porter, la nouvelle lingerie qui apparaissait dans le placard mais n'était jamais portée à la maison, les excuses vagues sur des réunions qui s'éternisaient. Oliver n'était pas du genre à faire des scènes. Il ne se laissait pas aller à des crises de jalousie. Il ne la confronta pas avec des cris. Il observait simplement, collectait des données, analysait les schémas, tout comme il le faisait avec les systèmes informatiques. Et quand il fut certain que quelque chose se passait, il agit avec le même détachement technique. Il engagea un détective privé discret, recommandé par un avocat de confiance. En 2 semaines, il avait tout. Des photos d'Amanda et Brett entrant dans des hôtels, des vidéos d'eux dînant dans des restaurants romantiques, des historiques de messages légalement récupérés, des preuves de transactions suspectes. Tout était documenté, organisé et prêt pour le moment opportun. Oliver stocka le tout dans un dossier numérique crypté, en fit 3 sauvegardes distinctes et attendit. Il ne confronta pas Amanda. Il ne laissa transparaître aucun signe qu'il savait. Il attendit simplement qu'elle fasse le premier pas, car il savait, avec une certitude mathématique, qu'elle le ferait. Ce n'était qu'une question de temps. Amanda demanda finalement le divorce un mardi soir, après le dîner. Ils avaient mangé en silence, comme c'était devenu une habitude. Oliver faisait la vaisselle quand elle apparut dans la cuisine, prit une profonde inspiration et dit qu'il devait parler. Il s'essuya les mains, se retourna et attendit. Amanda dit qu'elle n'était plus heureuse, qu'elle sentait qu'il s'était éloigné, qu'elle avait besoin d'espace pour repenser sa vie et qu'il valait mieux qu'ils suivent des chemins séparés. Elle utilisa tous les clichés que les gens emploient pour rompre sans avouer leur infidélité. Oliver écouta en silence, sans l'interrompre ni la questionner. Quand elle eut fini, il hocha simplement la tête et dit qu'il respectait sa décision. Si c'était ce qu'elle voulait, il ne se mettrait pas en travers de son chemin. Il ajouta qu'il contacterait un avocat pour officialiser les choses le plus pacifiquement possible. Amanda fut surprise de la facilité avec laquelle tout s'était passé. Elle s'était attendue à de la résistance, des larmes, des supplications, des promesses de changement, mais Oliver avait simplement accepté, comme s'il s'agissait de modifier un simple projet de week-end. Elle sortit de cette conversation soulagée, presque euphorique. Le soir même, elle appela Brett pour lui dire qu'elle l'avait fait, qu'elle était libre, qu'ils pourraient enfin être ensemble, pour de vrai. Il célébra la nouvelle à l'autre bout du fil, lui dit qu'il était fier d'elle, qu'un nouveau chapitre commençait et qu'ils voyageraient bientôt ensemble pour construire la vie dont ils avaient toujours rêvé. L'audience de divorce fut fixée 3 semaines plus tard. Amanda engagea une avocate recommandée par une amie, une professionnelle qui promit de s'assurer qu'elle obtiendrait ce qui lui revenait de droit et se battrait pour chaque centime qu'elle méritait. L'avocate examina les documents du mariage, lut le contrat de séparation totale des biens qu'Amanda avait signé des années plus tôt et lui expliqua la situation. En raison de ce régime, Amanda n'aurait droit qu'aux biens acquis conjointement pendant le mariage. Amanda n'était pas inquiète. Elle se disait qu'elle repartirait tout de même avec une somme raisonnable. Après tout, ils avaient vécu ensemble pendant des années, partagé les dépenses, construit une vie. Dans son esprit, Oliver gagnait un salaire fixe d'environ 80 000 $ par an.
Il devait avoir quelques économies, peut-être des actions de son entreprise, et elle en obtiendrait la moitié. Elle fit un rapide calcul mental. S'il avait environ 200 000 $ de côté, elle en toucherait 100 000. Ce serait suffisant pour repartir à zéro. Le jour de l'audience, Amanda arriva confiante, presque radieuse. Elle portait une nouvelle tenue achetée pour l'occasion, les cheveux coiffés en salon, un maquillage impeccable. Elle voulait qu'Oliver voie qu'elle allait bien, qu'elle avait tourné la page, qu'elle n'avait plus besoin de lui. Brett attendait dehors dans sa voiture, lui envoyant des messages de soutien. Oliver arriva seul, ponctuel comme toujours, vêtu d'un jean et d'une simple chemise blanche sans cravate, ne portant qu'une fine mallette en cuir marron. Amanda le regarda et sentit une pointe de pitié mêlée de dédain. Elle pensa « Pauvre type, toujours avec ses vêtements simples, toujours coincé dans son petit monde. J'ai bien fait de le quitter. » Ils s'assirent de part et d'autre de la salle. Le juge entra, un homme d'âge mûr aux cheveux gris et à l'expression neutre de celui qui a tout vu. Il salua tout le monde, les invita à s'asseoir et commença les formalités procédurales. Amanda n'y prêtait guère attention. Elle échangeait des regards avec son avocate, souriant discrètement, pensant à quel point ce serait merveilleux une fois que tout serait terminé. Elle imaginait déjà où elle et Brett iraient célébrer, peut-être dans ce restaurant italien dont ils parlaient toujours. Le juge commença à lire les termes du divorce d'une voix monocorde. Il mentionna qu'il n'y avait pas d'enfant, que le mariage était régi par un contrat de séparation totale des biens signé par les deux parties et que les deux époux acceptaient de dissoudre le mariage sans contestation. Amanda signa le premier document avec aisance, son stylo glissant sans effort sur le papier. Elle riait presque, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Son avocate à ses côtés semblait également sereine, feuilletant les papiers, avec un calme professionnel. Mais le juge dit alors, ajustant ses lunettes. Avant de finaliser la procédure, la loi de l'État m'oblige à lire à voix haute la déclaration complète du patrimoine soumise par le défendeur, afin que les deux parties aient une connaissance totale de tous les actifs concernés. Amanda leva les yeux, toujours pas vraiment inquiète. Elle s'attendait à entendre parler d'une voiture d'occasion, peut-être d'un compte d'épargne avec 50 000 $, de quelques actions d'entreprise. Des choses simples, prévisibles, cohérentes avec la vie qu'elle connaissait. Mais ce qui suivit changea complètement son expression. Le juge commença à lire un document officiel. Oliver Grant, le défendeur, déclare un patrimoine net total de 4,630 000 $. Et là, le silence qui suivit fut si lourd qu'il sembla aspirer l'air de la pièce. Amanda cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle n'avait pas bien entendu, comme si les chiffres n'avaient aucun sens. L'avocate à ses côtés se figea, son stylo suspendu en plein milieu d'une note. Même le greffier du tribunal leva les yeux, surpris. Le juge continua, impassible, lisant ligne par ligne, comme s'il récitait une liste de courses. Propriété intellectuelle enregistrée, incluant 3 algorithmes sous licence à des entreprises de technologie et de logistique, évalués collectivement à moins 200 000 $. Actions dans des sociétés technologiques, y compris des participations dans des start-up en phase de démarrage et des entreprises établies, évaluées à 1 800 000 $. Investissements dans des fonds immobiliers et des crypto-monnaies, évalués à 900 000 $. Compte bancaire principal avec un solde de 400 000 $. Propriété rurale enregistrée dans le Montana, évaluée à 300 000 $. Véhicules, équipements électroniques et autres biens matériels, évalués à 130 000 $. Amanda sentit tout le sang quitter son visage. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Elle se tourna vers son avocate avec des yeux écarquillés, cherchant une explication, une erreur,
le moindre signe que tout cela n'était qu'un malentendu. L'avocate était visiblement sous le choc elle aussi, feuilletant frénétiquement les documents devant elle, essayant de comprendre comment elle avait pu manquer quelque chose d'aussi énorme. Le juge poursuivit, passant maintenant à la partie légale. Tel que documenté et dûment examiné par cette cour, la majorité de ces actifs ont été acquis avant le mariage ou par le biais d'investissements personnels réalisés exclusivement par le défendeur, sans contribution financière ou directe de la demanderesse. De plus, le régime de la séparation totale des biens, signé volontairement par les deux parties au moment du mariage, et consigné au dossier, exempte légalement la demanderesse de toute réclamation ou droit sur ses actifs. Amanda essaya de parler, ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. C'était comme si sa gorge s'était nouée. Son avocate leva la main, demandant respectueusement un instant pour examiner les documents plus attentivement. Le juge acquiesça et attendit, les mains croisées sur son bureau. Oliver restait complètement impassible, regardant droit devant lui, ne montrant aucune émotion. Il n'y avait ni triomphe, ni colère, ni satisfaction sur son visage, juste un calme absolu, presque dérangeant. L'avocate d'Amanda parcourait les papiers avec un désespoir grandissant. Elle lut rapidement les contrats de licence des logiciels, les relevés bancaires détaillés, les certificats d'enregistrement de propriété intellectuelle, les preuves d'investissement avec des dates précises. Elle vérifia les dates d'acquisition de chaque actif par rapport à la date du mariage. Tout était impeccable. Tout était méticuleusement documenté. Tout était parfaitement légal. Elle soupira lourdement et murmura à Amanda, juste assez fort pour être entendue dans la pièce silencieuse. « Il n'y a absolument rien que nous puissions faire. Tout est dûment enregistré. Vous n'avez aucun droit légal sur tout cela. » Amanda sentit des larmes lui brûler les yeux. Le juge, sentant qu'il n'y aurait pas d'objection, conclut formellement. Par conséquent, conformément à l'accord préalable et en respectant pleinement le régime matrimonial librement choisi par les deux parties, la division des biens dans cette procédure se limite exclusivement aux actifs acquis conjointement pendant le mariage, qui s'élèvent au mobilier de l'appartement loué, évalué par un expert à $3 000, et à un compte bancaire joint avec un solde actuel de $200. La demanderesse a légalement droit à exactement la moitié de ces montants, soit un total de $200. $2100. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Amanda comme une sentence. Elle venait de détruire un mariage, de jeter des années de complicité, de tout miser sur un nouveau départ avec Brett, et elle repartait avec $200. Pendant ce temps, Oliver, l'homme qu'elle avait qualifié de sans ambition, l'homme qu'elle pensait médiocre, l'homme qu'elle avait trahi sans remords, possédait près de $5 millions. Amanda ne put se retenir plus longtemps. Elle laissa échapper un sanglot sec et étouffé qui résonna maladroitement dans la salle solennelle. Elle se couvrit le visage de ses mains, essayant de cacher les larmes qui coulaient maintenant librement. Oliver ne la regarda pas. Il ne montra ni pitié, ni satisfaction. Il prit simplement son stylo, signa calmement les derniers documents que le juge lui tendit, fit un signe de tête respectueux et quitta la salle sans un regard en arrière. Le bruit de ses pas fermes résonna dans le couloir jusqu'à s'évanouir complètement. Amanda resta assise encore plusieurs minutes, incapable de se lever. Elle tenait le stylo d'une main tremblante, fixant d'un air absent les documents devant elle, essayant désespérément de comprendre ce qui venait de se passer. Comment n'avait-elle pas su? Comment avait-elle pu vivre des années aux côtés d'un homme sans jamais réaliser qu'il était millionnaire? Comment avait-elle pu être si aveugle, si stupide, si arrogante? Son avocate tenta de la réconforter avec des mots vides sur la nécessité d'aller de l'avant. Mais il n'y avait aucun réconfort pour une erreur aussi colossale. Dehors,
Brett attendait avec impatience, adossé à sa décapotable, faisant défiler son téléphone. Quand Amanda apparut, il remarqua immédiatement son visage bouffi et son maquillage coulé. Quelque chose n'allait pas du tout. « Alors, combien tu as eu ?» demanda-t-il, avec un sourire plein d'espoir, presque excité. Amanda secoua la tête à plusieurs reprises, les larmes revenant. « Rien, je n'ai rien eu. » Brett fronça les sourcils, confus. « Comment ça, rien? Tu as été marié avec lui pendant des années. Il doit bien avoir quelque chose. » Amanda expliqua entre deux sanglots qu'Oliver avait des millions dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence, mais qu'elle n'y avait aucun droit à cause de ce maudit contrat qu'elle avait signé sans le lire des années auparavant. Brett resta silencieux pendant plusieurs longues secondes, digérant l'information. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, puis à elle, puis à l'horizon. Puis, sans cérémonie ni gêne, il dit « Écoute, Amanda, je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous important cet après-midi. On se parle plus tard, d'accord ?» Il monta dans sa voiture, démarra le moteur et s'éloigna sans un regard dans le rétroviseur, la laissant littéralement seule sur le trottoir du tribunal. Amanda essaya de l'appeler le soir même. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Elle envoya un texto. Il ne fut pas distribué, juste une seule coche grise. Elle essaya les autres réseaux sociaux. Bloqué partout. Brett avait tout simplement disparu de sa vie, comme s'il n'avait jamais existé. La vérité la frappa enfin, avec toute la force brutale de la réalité. Il ne s'était jamais intéressé à elle en tant que personne. Il s'était intéressé à ce qu'il pensait qu'elle obtiendrait du divorce, à l'argent qu'il imaginait qu'elle toucherait, à la vie confortable qu'elle pourrait lui offrir. Et maintenant qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de Brett. C'était aussi simple, aussi cruel que ça. Amanda retourna dans le minuscule appartement qu'elle avait loué à la hâte après avoir quitté la maison, un endroit avec des fuites au plafond et le bruit constant de la circulation. Assise sur le canapé d'occasion qu'elle venait d'acheter, elle contemplait les murs nus. Trop tard, elle réalisa qu'elle avait détruit un mariage stable, une vie confortable, et un homme qui tenait sincèrement à elle, tout ça pour une illusion faite de promesses vides et de dîners luxueux. Dans les mois qui suivirent, la vie d'Amanda s'effondra complètement. Elle dut emménager dans un appartement encore plus petit, en colocation avec une collègue qu'elle connaissait à peine. Son salaire, qui semblait raisonnable quand elle partageait les frais avec Oliver, couvrait à peine le loyer, les factures et la nourriture. L'agence de publicité où elle travaillait subit une restructuration agressive, et Amanda fut l'une des premières à être licenciée. Elle tenta désespérément de trouver un autre emploi dans son domaine, mais le marché était saturé et compétitif, et elle n'avait plus la même énergie, ni la même confiance en elle. Elle accepta des missions en freelance, sporadiques et mal payées, luttant pour régler ne serait-ce que les factures les plus élémentaires. Chaque facture en retard, chaque refus d'embauche, chaque nuit solitaire dans ce misérable appartement était un rappel douloureux de l'erreur monumentale qu'elle avait commise. Oliver, de son côté, alla de l'avant sans jamais se retourner. Il vendit l'appartement qu'ils avaient partagé et acheta une grande maison dans une banlieue tranquille de Seattle, avec vue sur les montagnes. Il continua de travailler, développant des algorithmes toujours plus sophistiqués et signant des contrats encore plus importants avec des multinationales. Il investit une part importante de sa fortune dans des causes auxquelles il croyait sincèrement. Des programmes d'éducation technologique pour les communautés défavorisées, le financement de jeunes start-up prometteuses, des dons à des instituts de recherche. Il aidait discrètement ses amis dans le besoin, sans fanfare ni attente de reconnaissance. Il voyagea dans des endroits qu'il avait toujours rêvé de voir, le Japon, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, non pas pour se montrer, mais parce qu'il pouvait désormais le faire sans culpabilité ni fardeau émotionnel.
Oliver ne ressentait aucune colère envers Amanda. Avec le temps, le peu de ressentiment qui aurait pu naître s'était simplement évaporé, remplacé par une paisible indifférence. Il ressentait de la pitié, une pitié sincère pour quelqu'un qui avait eu absolument tout à portée de main et qui avait tout gâché, simplement parce qu'elle était incapable de reconnaître la valeur de ce qui se trouvait juste sous ses yeux. Mais c'était une pitié distante, celle que l'on éprouve pour un personnage de film à la fin tragique. Cela ne l'affectait plus. 2 ans et demi après le divorce, Amanda était assise dans un café bon marché près de chez elle, essayant de faire durer son petit cappuccino pendant 1 heure entière, car elle ne pouvait s'en offrir un autre. Elle travaillait sur son vieil ordinateur portable, répondant aux emails de clients difficiles qui la payaient une misère pour des projets complexes. C'est à ce moment-là qu'elle vit Oliver entrer. Il avait l'air différent. Sa posture était plus assurée. Il était mieux habillé, mais toujours avec sobriété. Et il était accompagné d'une femme. Elle était d'une beauté naturelle, sans artifice, et il parlait avec légèreté, riant de quelque chose qui venait de se produire. Il y avait entre eux une intimité authentique, une véritable connexion qu'Amanda reconnut sur le champ, car c'était précisément ce qu'elle avait jeté. Pendant une brève seconde qui parut une éternité, leurs regards se croisèrent. Il la reconnut immédiatement. Il y eut une pause presque imperceptible, puis il lui adressa un léger hochement de tête, un geste poli, respectueux, mais totalement dénué d'émotion. Il se dirigea ensuite vers sa table, tirant la chaise pour sa compagne avant de reprendre leur conversation, comme si Amanda n'était qu'une inconnue parmi d'autres dans le café. Amanda resta figée, serrant sa tasse vide si fort que ses doigts en devinrent de blanc. Sa poitrine se serra d'une manière qu'elle ne pouvait décrire. Ce n'était pas seulement de la jalousie, bien qu'il y en eût. Ce n'était pas seulement du regret, bien que le regret fût écrasant. C'était le poids brutal de la prise de conscience, d'une clarté si vive qu'elle en était physiquement douloureuse, de tout ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas seulement l'argent, même si les millions lui manquaient cruellement. C'était la stabilité qu'Oliver lui avait toujours offerte. C'était le véritable partenariat qu'elle n'avait jamais su apprécier. C'était la sécurité émotionnelle d'avoir à ses côtés quelqu'un qui vous choisit chaque jour, même avec vos imperfections. C'était la chance d'avoir construit quelque chose de vraiment solide avec un homme qui, bien que discret et même d'apparence ordinaire, était d'une fiabilité à toute épreuve. Elle quitta le café sans même finir l'email qu'elle rédigeait, incapable de supporter de rester dans le même espace qu'Oliver et son bonheur reconstruit. Sur le chemin du retour, elle n'avait pas les moyens de prendre un Uber et le bus venait de passer. Elle se souvint de l'audience de divorce, le sourire confiant sur son visage en entrant dans la salle d'audience, la certitude arrogante qu'elle faisait le bon choix, l'instant précis où le juge avait lu les chiffres et où son monde s'était effondré en quelques secondes. Elle comprit enfin, avec une clarté douloureuse et définitive, que certains choix sont irréversibles, qu'une confiance brisée avec une telle brutalité ne peut jamais être réparée, que certaines erreurs ont un prix bien trop élevé et qu'elle avait payé ce prix dans son intégralité. Mais le plus douloureux n'était pas ce qu'elle avait perdu. C'était la conscience d'avoir toujours eu tout ce dont elle avait besoin et d'avoir été assez sotte pour tout jeter de ses propres mains, pensant qu'elle méritait mieux, sans réaliser qu'elle avait déjà assez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.